Mon sujet est la violence conjugale sur le développement de l'enfant. Et oui, c'est un sujet dont on entend souvent parler, mais dont j'ai l'impression qu'on en sait très peu. Surtout car quand on parle des conséquences causées par ces violences, on est plus centré sur la femme, qui est généralement la victime. Et peu d'études ont pris en compte la place des enfants dans ces conflits. Voilà pourquoi je vais vous parler de ce sujet. Un échantillon américain représentatif dit que 15,5 millions d'enfants vivent dans un foyer où il y a eu au moins une fois dans l'année un épisode de violence conjugale. De ces 15 millions, 7 millions sont exposés à des épisodes de violence qu'on dit très sévères. Les rapports de police démontrent donc que 43% des enfants sont témoins de violences et que 82% de ces cas, c'est la mère qui est agressée. La question est, qu'est-ce qui définit une violence conjugale? Eh bien, en 2008, le rapport de l'ONED, qui est l'Observatoire national de l'enfance en danger, définit qu'une scène conjugale est violente lorsque l'enfant n'a pas le pouvoir ni de l'arrêter, ni de se soustraire physiquement ou psychologiquement. Ces agressions peuvent être donc physiques, sexuelles, verbales, exemple les insultes, les menaces devant l'enfant, les chantages affectifs. Elles peuvent aussi être des agressions psychologiques. De plus, celles-ci n'ont pas besoin de s'exercer directement sur les enfants pour que celui-ci soit conséquent sur son développement. Les études affirment la présence des enfants au moment de violences familiales de 85% à 90%. Et oui, l'expérience clinique montre qu'une violence devant l'enfant constitue toujours un traumatisme sur l'enfant. Comme Freud dit, les traumatismes sont soit des expériences touchant les corps, même du sujet, soit des perceptions sensorielles affectant le plus souvent la vue et l'ouïe. Il s'agit donc d'expériences ou d'impressions. Alors, il faut arrêter de croire à ces stéréotypes du père qui dit « Oh, les enfants étaient dans la chambre, la porte était fermée, ils n'ont rien vu, on les a pas frappés. » Non, un traumatisme peut être dû aussi au fait d'entendre ou de voir cette violence. Il ne faut pas être directement frappé pour avoir un traumatisme. Alors, comme vous savez, ces enfants seront donc marqués par l'insécurité, l'instabilité et la menace. Mais avant d'aller plus en profondeur sur les conséquences de ces actes dans le développement de l'enfant, commençons par expliquer pourquoi ces cas de violence vont arriver. La violence est expliquée par 3 phases, qu'on appelle les cycles de la violence. Donc, la première phase, au début, il n'y a aucune violence, le comportement est positif et on montre dans les couples son meilleur profil. Par contre, il va y avoir une accumulation des tensions. Par exemple, ils sont au chômage, ils ont des problèmes d'argent, etc., ce qui va augmenter les comportements agressifs de l'agresseur. Ces comportements vont être surtout dirigés vers les objets, comme des claquements de porte, casser des choses, casser des assiettes, etc. La tension diminue par après, il recommence, donc la violence revient, il est dirigé vers la compagne. Surtout, ça va commencer par des propos insultants et méprisants et des petits abus physiques comme la poussée. Normalement, l'agresseur est quelqu'un qui est très jaloux, il va vouloir tout contrôler. La famille va donc vivre de l'humiliation, il va avoir une soumission totale. Cela amène à la phase 2, qu'on appelle épisode de violence aiguë. Ici, l'agresseur apparaît la nécessité de décharger ses tensions accumulées. Alors, il va se décider à frapper. Et même, il va savoir parfaitement ce qu'il va faire. Quelle partie du corps il va le frapper surtout. Ainsi, il va évacuer le stress de cette façon. Alors, des fois, quand il va y avoir une intervention de la police, l'agresseur va se montrer calme et détendu. Cela nous amène à la dernière phase qui est la phase 3, la période qu'on appelle lune de miel. Alors, c'est là où l'agresseur, après avoir frappé, après avoir agi, va faire de preuves d'amour et de tendresse. Il va accepter d'une part sa responsabilité et on dirait que tout va aller pour le mieux. Le problème est qu'il va recommencer. Nous faisons face donc à un cercle vicieux. Pour les enfants de 6 ans, ceux-ci risquent de présenter des troubles psychopathologiques.
En fait, ce sont des troubles conduits psychologiques ou même des troubles comportementaux. Ceux-ci vont être démontrés par les symptômes aussi conduits internals, par exemple l'anxiété ou la dépression, ou des symptômes externalisés comme l'agressivité et la réaction émotionnelle négative. Deuxièmement, être témoin d'une menace sur le bien-être physique de sa mère est le plus puissant prédicteur de la sévérité de la symptomatologie post-traumatique des enfants de moins de 6 ans. Ces symptômes arrivent toujours lors d'un court terme de ces violences. Alors, quels sont ces symptômes post-traumatiques? On définit cela par un comportement spécifique qui apparaît lorsqu'une personne vit une peur intense, un sentiment de puissance ou d'horreur. La personne, l'enfant, va donc pouvoir vivre différentes choses, comme premièrement la réviviscence, qui sont en fait de souvenirs répétitifs, des cauchemars, des flashbacks. Surtout que chez un enfant jeune, ce sera plutôt des monstres de couleurs créantes qui vont apparaître dans ses cauchemars. Il peut aussi souffrir d'évitement, qui est en fait qu'il va éviter les souvenirs, il va même éviter les pensées liées à ces traumas. Il peut aussi vivre des altérations cognitives et émotionnelles, qui sont en fait l'incapacité de se rappeler d'un aspect important de l'événement. Des fois, il a tendance à se blâmer, il va vivre des sentiments de détachement, peut-être aussi des hallucinations pour annuler la réalité. Souvent, pour les enfants, la présence du père va donc déclencher des crises d'angoisse. L'enfant va pouvoir vivre aussi de l'hyperactivation du système nerveux, qui est en fait des fois des excès de colère, l'hypervigilance. Il va souvent vérifier la sécurité de son environnement. Le problème est que toutes ces conséquences, à cause de son traumatisme, vont des fois être des conséquences aussi juridiques. Quand l'enfant un jour va devoir jouer un rôle sur les interventions au nom de la protection de l'enfant. Alors, l'enfant va souvent ne pas parler devant la police ou dénier la situation ou même transformer la réalité car l'enfant ne comprend rien. Il est juste traumatisé. Par contre, cela va amener une certaine injustice envers ces cas et des fois le temps nécessaire avant qu'un enfant accepte de parler de la maltraitance va déborder alors dans sa vie adulte. Ce qui est très important à savoir est que plus l'enfant est jeune, moins il va disposer de stratégies cognitives pour comprendre les conflits, des stratégies pour faire face à le stress. Son cerveau pas assez développé encore. De ces faits, l'impact va donc être plus fort. Les problèmes, surtout, est que ces violences se produisent souvent lors du début des relations. Les enfants sont donc très jeunes et les parents ne voient pas les conséquences car ils disent que les enfants sont trop jeunes pour comprendre. C'est une grosse erreur. Les études affirment que 60% des enfants témoins de violences ont moins de 6 ans et que 64% d'entre eux ont été en exposition du conflit avant l'âge de 3 ans. On sait donc que 40% des violences conjugales commencent aussi par la grossesse et qu'elles aggravent à la naissance de l'enfant. Une des plus grandes conséquences, car cela va affecter directement au développement d'un jeune enfant, et qu'à moyen terme, les disponibilités du parent ou de la mère face aux besoins de l'enfant va mener une perte de la relation symbolique de l'enfant aux parents. En fait, l'enfant va vivre ce qu'on appelle un attachement insécurisant. Il faut comprendre avant tout que l'attachement est une tâche principale du développement. Celle-ci doit être bien apprise et tout échec dans cette étape va conduire à une cascade de perturbations qui va suivre l'enfant tout au long de sa vie. Maintenant, allons plus en détail sur cette conséquence. Donc, l'attachement, comme vous le savez peut-être, est les liens affectifs que vous avez entre vous et votre mère ou père ou votre tuteur. En fait, c'est lui qui s'occupait de vous quand vous étiez jeune. Le but dans la vie est d'arriver à un attachement qu'on dit sécurisant. En bref, les parents doivent être source de sécurité pour l'enfant s'ils veulent que celui-ci vive en bon développement. Alors, quand l'enfant est un nourrisson, au début, les interactions que la mère va faire avec lui, dans le fond, les jeux et le temps passé avec son enfant, on appelle cela des épisodes de synchronisme. C'est là où un lien harmonieux est supposé de commencer
Quand la personne, les parents, plus de temps passent avec l'enfant, plus elle va savoir répondre à ses besoins plus tard. Malheureusement, dans les cas d'une famille violente, la mère est souvent sous le choc et préoccupée. Elle est même désintéressée par l'enfant et elle ne saura donc pas répondre à ses besoins. Ses besoins, en fait, ce sont la faim, la peur, quand le bébé pleure juste pour avoir l'attention de sa mère. Donc, les liens qu'il va créer avec l'enfant, c'est là qui va lui donner un bon attachement. Par contre, sinon, on arrive à ce qu'on appelle un attachement insécure. Si les parents sont pas source de sécurité, mais au contraire, ils vont rendre l'enfant méfiant. Donc, la violence et le fait que ses parents ne prennent vraiment pas soin de lui, l'enfant va finir par les voir comme une source d'alarme et pas comme une source de réconfort. Celui-ci va donc vivre un conflit, car alors ces enfants vont témoigner souvent des comportements bizarres. Par exemple, ils vont crier, ils vont souvent faire des gros cas, ils vont pleurer, ils vont lancer des choses, ils seront même contradictoires et conflictuels. L'enfant va réagir comme ça car il n'aura pas appris une bonne stratégie pour obtenir de l'aide de la figure d'attachement qui est ses parents. L'enfant ne trouve pas de stratégie pour gérer son stress. Alors, ils vont souvent exagérer pour montrer leurs besoins à la personne qui doit s'en occuper. Ces enfants alors vivront la peur, mais ne trouveront jamais la solution quand la personne qui doit les rendre sécures est la même qui les stresse. Cela amène comme conséquence que l'enfant aura de la misère à s'ouvrir au monde, mené par la peur ou la méfiance. Il aura des comportements d'hypervigilance ou même cela peut mener un enfant tyran, agressif ou violent. Cela explique l'étude où les enfants qui ont été témoins de violence ont tendance à l'agressivité dans les contacts avec les autres enfants, donc une mauvaise adaptation psychosociale. Ils auront aussi souvent des retards d'acquisition et des problèmes à l'école. En fait, la peur les a tellement paralysés que ces enfants n'ont pas voulu connaître plus sur le monde extérieur et leur cerveau a donc un plus faible développement. En bref, les comportements conjugaux négatifs, comme les conflits, ont un impact sur la capacité de l'enfant à utiliser ses parents comme base de sécurité. Ils lui amènent plutôt de l'anxiété et de la peur. Une étude dit que ces enfants vont évoluer vers un registre qu'ils appellent contrôlant avec inversion du rôle parental. Il va essayer, grâce au développement de ses capacités, de prendre le contrôle sur cette situation insupportable. Il va donc se conduire à son parent comme si lui, il était un parent. Les parents sont déjà assez occupés pour s'aider eux-mêmes à surpasser leurs sentiments de peur. Il va y avoir donc 3 modalités. L'enfant peut être contrôleur punitif. En fait, c'est un enfant qui exprime un comportement agressif de dominance, une recherche d'attention négative sous forme de provocation ou de transgression. Il va y avoir aussi les contrôleurs protecteurs, qui est carrément une inversion du rôle parental. Il va y avoir même une possibilité de comportement de sexualisation précoce. L'inversion du rôle parental qui est la plus fréquente est en fait que l'enfant va prendre le rôle du parent. L'enfant aura une complaisance compulsive et une forte ambition. Celui-ci va s'habituer à répondre aux besoins du parent plutôt que le contraire. Ça va entraîner des problèmes dans l'autonomie, l'acquisition de l'autorégulation, qui est en fait savoir retenir ses émotions. Ils n'arrivent pas à développer un sentiment complémentaire de soi. Ils vont vivre des sentiments de vide, une capacité susceptible au stress. Sauf que, lorsque le système d'attachement est trop intense, ces stratégies vont s'effondrer et son état émotionnel sera incontrôlable. Il va vivre beaucoup de rage ou de détresse. À long terme, 60% des adultes vont vivre des dépressions, même des addictions, des cauchemars, un excès de violence incompréhensible contre les autres. Pour continuer, voici 5 conseils pour aider à comprendre ou même intervenir auprès d'une personne qui a vécu de la violence conjugale dans sa famille avec différentes notions étudiées à la psychologie du développement. Comme premier conseil, les enfants vont vivre souvent des attachements qu'on appelle insécurisants. Alors, premièrement, pour intervenir sur ces enfants-là, on sait que les enfants
ne semble juste pas avoir développé des stratégies adéquates pour gérer le stress. Alors, des fois, ils vont agir de manière violente avec sa mère ou sont très conflictuels, pleurent souvent quand ils se sentent en danger. Les enfants qui font cas de violence vivent plus précisément un attachement qu'on appelle désorganisé. Heureusement, les caractères de l'attachement évoluent. Ces enfants peuvent découvrir de nouveaux milieux qui vont pouvoir influencer sur les effets de l'attachement à long terme. Comme conseil, je dirais qu'il faut donner une place sécure pour l'enfant. Il faut lui donner de l'affection, lui montrer qu'il peut faire confiance aux gens. Trouver un tuteur qui pourrait lui donner ce que ses parents n'ont pas pu lui donner. Quelqu'un qui va le faire sentir en sécurité et qui sera capable de répondre à ses besoins. Ainsi, l'enfant ne sera pas si méfiant lors des nouvelles relations car déjà quelqu'un va lui avoir apporté la confiance et la sécurité dont il a besoin pour s'ouvrir au monde. Deuxièmement, en aidant cette personne à faire confiance encore au monde, on va pouvoir développer ce que cette personne n'a pas pu réussir lors de sa crise de confiance fondamentale et de méfiance fondamentale. En effet, celle-ci est une crise psychosociale que tout enfant doit passer dans son développement. Dans cette crise, on apprend à développer la force adaptive de l'espoir. Pour mieux comprendre, l'enfant dans certaines circonstances va voir le monde comme un endroit où ses besoins fondamentaux sont satisfaits. Ses besoins dans le fond manger, boire, etc. La confiance est donc développée. En d'autres moments, il s'en rendra compte que le monde qui l'entoure peut être imprévisible. Dans le fond, quand il pleure, quand il a faim, sa mère ne vient pas le voir. Assez vite, là, il va développer la méfiance fondamentale. En fait, il doit avoir un équilibre entre ces deux concepts. L'enfant doit vivre assez de confiance et assez de méfiance. Et l'enfant, ainsi, finira par résoudre cette crise en créant la force adaptive du moi qui est de l'espoir. C'est-à-dire qu'il garde cette disposition encore aux autres, encore en ce désir, même si des fois son entourage est imprévisible. C'est l'espoir qui va garder un équilibre entre sa bonne dose de confiance et méfiance. Par contre, comme vous avez compris, lors d'un cas de violence, l'enfant ne réussira pas à développer sa confiance fondamentale et c'est la méfiance qui va prendre le dessus car il va vivre dans un milieu très imprévisible. Il ne réussira pas à développer son moi et cela va affecter tout au long de sa vie. En aidant un enfant qui a vécu de la méfiance toute sa vie à découvrir et à développer son concept de faire confiance, en lui donnant de l'amour et un lieu sécure, celui-ci va pouvoir résoudre ses crises et développer son moi qui est l'espoir. Ainsi, plus tard, il sera capable de rester positif dans tout cas de la vie. Il va garder cette confiance et vouloir découvrir le monde, s'ouvrir, tout en sachant qu'il va être confronté des fois à des obstacles, mais en gardant cet espoir que les choses iront bien et qu'il aura de l'aide et du soutien, au lieu de s'enfermer dans un monde de méfiance. Troisièmement, c'est surtout vers l'âge scolaire que la compréhension de soi va s'épaissir. Il va développer une évaluation globale de sa valeur qui est en fait l'estime de soi. Un enfant qui a vécu de la violence a souvent une faible estime de soi car il va peut-être se sentir coupable de ce qui arrive ou même il va accepter que c'est méritable. Il va avoir une évaluation de lui-même très faible car l'estime de soi c'est créé par les expériences qu'il va vivre de son jeune âge et qui s'accumulent pour faire une base pour l'estime de soi qui va être totalement développée vers l'âge de 7 ans. Une des grandes composantes de l'estime de soi est ses sentiments de confiance. Pour avoir ce sentiment de confiance, il faut d'abord l'avoir ressenti pour être en mesure de l'apprendre et d'en avoir, et de nourrir l'estime de soi. Par contre, comme vous avez très bien compris, la confiance c'est loin d'être apprise dans une famille où la violence conjugale est présente. Ces enfants sont donc plus susceptibles à vivre de la dépression ou de la dépendance par leur faible estime d'eux-mêmes. Alors, comme je disais, on doit intervenir et leur faire comprendre qu'ils peuvent faire confiance aux autres comme à eux-mêmes, qu'ils valent autant que les autres. On doit les aider à augmenter leur estime de soi et surtout que ceux-ci se sentent appartenir à un groupe, car la famille n'a pas été souvent pour eux. Quatrièmement, ces enfants vont vivre souvent des problèmes d'apprentissage. Car si l'enfant est jeune et que ses parents n'ont jamais pris la peine de prendre soin de lui, l'enfant va vivre un retard qui va le suivre à l'âge préscolaire. Il aura de la difficulté à l'école. Il faut donc que cet enfant vive des expériences et ait des interactions
ou même, rendu plus grand, on doit être plus patient avec lui car il va être plus lent que les autres pour l'apprentissage. Cela est dû au cas qu'un nourrisson en plein développement de son cerveau a besoin de stimulation pour que celui-ci se développe naturellement. Par exemple, parler, faire des gestes à l'enfant, jouer avec lui va stimuler ses connexions neuronales qui va aider au développement de son cerveau. Pour la maturation de ces systèmes sensoriels, il faut aussi du contact, des expériences. Ce qui est très important, c'est qu'on doit souvent stimuler son cerveau et ses aires sensorielles pour les monages du cerveau. Sinon, celui-ci, quand les connexions ne sont pas stimulées, elles ne font que disparaître. Ce qui fera perdre en même temps des connexions neuronales. Le développement de ces sens sensoriels sera plus lent. Finalement, il faut comprendre que tout enfant a besoin des expériences nécessaires comme l'affection, l'amour pour un bon développement du cerveau. Alors, si vous voyez un cas de violence conjugale dans une famille et l'enfant est laissé de côté, sachez que celui-ci a besoin d'aide pour pouvoir avoir un meilleur futur. Finalement, une explication, une solution par l'approche psychodynamique est que l'enfant va vivre une fixation sur la phase orale. En fait, Freud dit que l'enfant passe par 3 phases psychosexuelles et que celles-ci ont des impacts majeurs sur son développement. La phase orale est la première phase et celle-ci touche particulièrement la relation importante qu'il doit avoir entre la mère et l'enfant. Pour les nourrissons, la bouche est source de plaisir et satisfaction. Les seins maternels en particulier. Celle-ci sert à nourrir et en même temps est un plaisir sensuel pour le bébé. Celle-ci aussi va favoriser l'attachement à cette personne qui lui apporte ses gratifications. Par contre, dans les cas de violence, la mère va souvent, comme vous savez, être sur le choc et même désintéressée à l'enfant. Donc celui-ci ne va pas souvent être nourri, il ne sera pas assez satisfait, il n'aura pas assez de satisfaction orale, ce qui va lui donner une fixation à l'âge adulte qui souvent va le mener à boire ou à vivre des dépendances pour trouver la gratification orale qui lui a été refusée auparavant. Cela va donc expliquer les dépendances des adultes qui ont vécu dans des familles violentes. Ces gens ont souvent besoin d'une aide psychologique. Pour terminer, il faut surtout laisser un psychologue ou un travailleur social de s'occuper de ces cas. Et grâce à la loi qui est sortie le 9 juillet 2010 et spécifique aux femmes et aux incidents de ces dernières sur les enfants, a permis d'inscrire dans les droits juridiques l'obligation de protection de la femme victime et de ses enfants. Ainsi, on fait quand une parole plus libre et on remplace un silence mêlé d'allusions.